Bonjour à tous, merci. Je pense qu'il y a encore du monde qui vient, mais il n'y a plus de place assise, donc ça sera pour la prochaine. Donc merci d'être là. Aujourd'hui, on va vous présenter un partenariat dans les programmes de feed et un partenariat, je dirais, entre deux entreprises, Maxing et SIA Partners. Donc aujourd'hui, on fait cette présentation ensemble et puis je vais tout de suite filer la parole à Thomas pour nous expliquer un peu le thème qu'on va aborder ensemble. Parce qu'il y a derrière toute une étude qui a été menée récemment par SIA Partners et je pense qu'on pourra en dire quelques mots. Tout à fait. Vous êtes prêts? Tout le monde est OK? Allez, c'est parti. Musique? Non, il n'y a pas de musique. Allez, on y va. Alors, rapidement, les speakers. Thomas Graffelino, Managing Director chez SIA Partners. Et Dany Soubra, votre serviteur, directeur commercial et marketing chez Maxing. Rapidement, les sociétés. Maxing, éditeur de logiciels spécialisé dans la fidélisation, l'animation commerciale, le couponing, la gamification, enfin bref, l'expérience client au sens transactionnel et non transactionnel de façon omnicanale et temps réel. Et SIA Partners. Cabinet de conseil en management français, créé en 99, qui aujourd'hui mixe à la fois des compétences sectorielles, des compétences métiers autour de l'expérience client, l'engagement client, la marketing, et aussi des compétences data science, qui est un de nos marqueurs forts aujourd'hui. L'idée aujourd'hui, c'est de parler des programmes de feed. Merci d'être là. Merci à Dany, merci à Maxing de nous permettre aussi d'être là, de parler d'une tendance qu'on voit sur les programmes de feed et plus particulièrement les partenariats. Ce qui concerne effectivement ce qu'on peut avoir sur son programme de feed et comment on le joint à d'autres programmes, d'autres entreprises et toute la valeur que ça peut apporter derrière. Donc, on va revenir un petit peu sur ces tendances-là, sur pourquoi les partenariats sont un vecteur d'engagement et un engagement rentable sur la feed, et on verra quelques cas pratiques ensemble qu'on a pu constater de part et d'autre. Parfait. Alors, régulièrement, dans le cadre de notre activité, ça fait très bizarre que tu sois debout, j'ai envie de me lever aussi. Donc, lève-toi, n'hésite pas à t'asseoir. Fais comme à la maison. Donc ce qu'on fait assez régulièrement, c'est des benchmarks comme tout cabinet de conseil, et on en fait beaucoup sur les programmes de feed. Ce qu'on a vu récemment, c'est sur un benchmark d'à peu près une quarantaine d'entreprises en France et des programmes de feed associés, c'est 6 tendances clés qu'on retrouve, principalement, donc pas majoritairement de grosses surprises. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est qu'on a de plus en plus tendance à avoir des récompenses qui sont exclusives, qui viennent chercher justement les grades supplémentaires de reward qu'on a dans les programmes, une transparence qui est affirmée. On voit aussi le sujet de l'omnicanalité, comment on transpose à la fois ce programme de feed, cette vieille carte qu'on avait dans nos portefeuilles, dans nos sacs à main, qui se transforme à la fois dans des wallets, dans des programmes plus larges, dans des espaces clients. Et donc ça, c'est un point qui est hyper important pour maximiser l'efficience. Et puis, 2 sujets assez clés, hein. La valeur de marque, comment on dépasse le greenwashing, comment on dépasse tous les sujets d'engagement liés au produit, mais qu'on parle vraiment de la marque et de tout ça. Et donc ça, on le retrouve de plus en plus dans les programmes, on va le voir après. Et l'écosystème partenarial, comment on arrive sur un programme de feed, en se joignant les efforts avec d'autres entreprises, à accroître notre valeur, à gagner du revenu, des parts de marché et du ROI. Juste un mot avant de passer sur le slide suivant, sur l'omnicanalité. Quand on parle d'omnicanalité, il y a effectivement l'omnicanalité qui est les channels de vente d'une marque, mais il y a aussi l'omnicanalité sur le multi-équipement qu'il peut y avoir. C'est-à-dire il faut envoyer des informations aux outils de clienteling, au call center. Il y a cette omnicanalité-là aussi qu'il ne faut pas négliger. Donc c'est vraiment une omnicanalité au sens large du terme. Et pour en revenir sur les systèmes de partenariat, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est vraiment une approche win-win quand elle est bien gérée. Et aujourd'hui, l'intérêt de cette présentation-là, c'est de montrer un peu les facteurs clés de succès autour de ce partenariat-là. Il y a différents partenariats, on en parlera, mais on fera un focus bien particulier sur celui qui nous semble le plus pertinent quand on est propriétaire d'une marque et qu'on est propriétaire de la donnée et qu'on veut être leader du programme de fidélité. Donc
Exemple de partenariat que vous avez. Vous pouvez avoir soit des partenariats qui vont être des coalitions, vous êtes au sein d'un groupe, vous êtes au sein d'un consortium, et dans ce cas-là, vous allez chercher type Air France Flying Blue, Air France KLM d'ailleurs, et Transavia, et les ensembles des marques de ce groupe-là, un programme de feed qui va venir complètement transcender la marque, une des marques, et regrouper l'ensemble de ces facteurs-là. Premier exemple, ça permet effectivement d'avoir des synergies, du cross-sell entre les différentes marques et d'avoir aussi de l'acquisition qui puisse se faire. Deuxième exemple qu'on peut voir aussi chez Picard, c'est un partenariat qui là du coup va vraiment prendre tout le sens du mot partenariat, où on va aller chercher des acteurs à droite à gauche qui sont en lien, qui viennent compléter soit de façon horizontale, soit de façon verticale toute la chaîne de valeur. Ce qu'a fait Picard avec l'atelier des chefs typiquement en l'intégrant dans son partenariat pour justement proposer davantage de valeur aux clients, avoir plus d'intérêt à venir sur le programme de feed et à faire du earn and burn. Du coup, on va parler maintenant des... C'est moi. C'est toi ou c'est moi? C'est moi, c'est moi. On va parler des partenariats et en quoi c'est une stratégie d'engagement qui est rentable. En réalité, il y a plusieurs chiffres clés, je pense qu'il faut toujours regarder, différents axes. C'est premièrement, ça devrait marcher mieux maintenant. Donc, c'est l'expérience client, en fait. L'expérience client. Aujourd'hui, l'expérience client est quasiment aussi importante que le produit que vous allez vendre. Donc, être capable, aujourd'hui, on a des chiffres assez monstrueux, plus de 80% des gens considèrent que l'expérience cliente est même plus importante que le produit ou le service qu'on me vend. C'est vachement clé. Et donc, comment, dans le partenariat, on peut amener de l'expérience client? Eh bien, c'est... Quand on parle de Picard, et on le reprendra en conclusion sur les différents apports qu'il peut, enfin tout ce qu'il a amené en termes de partenariat dans l'expérience client et dans le programme de fidélité, ben c'est exactement cette partie-là. C'est comment j'enrichis les interactions avec mon client pour que ça ait un sens par rapport au positionnement que j'ai en tant que marque. L'omnicanalité, très important. 86% des clients préfèrent consommer dans des marques qui proposent des points de contact sur l'ensemble des canaux qui m'intéressent moi en tant que consommateur. Et les partenariats sur les différents secteurs, pareil, quand je vous disais l'omnicanalité c'est un sens large, c'est aussi avoir, si demain il y a un partenariat entre une marque et une deuxième marque, il faut être capable d'aller soit earner, soit burner entre ces différentes marques-là. Et il faut que cette expérience soit fluide. Il ne faut absolument pas que ça soit compliqué d'aller earner, que ça soit trop tard, j'ai besoin d'attendre une semaine pour earner mes points. Enfin, tout ça va créer de la frustration et tout ce que vous avez souhaité de mettre en place dans ce partenariat-là, bah, finalement, ne va pas porter ses fruits. Troisième point, c'est, et je vous renvoie à la dernière conférence que j'ai faite dans ces lieux il y a quelques semaines, un salon similaire, c'est l'émotion. L'émotion, c'est une partie prenante aujourd'hui d'un parcours d'achat. Et si on n'est pas capable d'impliquer ou d'inculquer de l'émotion dans notre relation à autrui, c'est très compliqué de garder ce client-là. Je vous renvoie aussi à ce que disait une philosophe américaine du 19e siècle, Maya Angelou. Les gens vont oublier ce que vous leur dites, vont oublier ce que vous leur donnez, mais ils n'oublieront jamais comment vous les avez fait sentir. L'expérience, l'émotion, c'est ce qui va rester, c'est ce qui va vous différencier par rapport aux autres. Et là, pareil, le partenariat, parfois, quand on vend un produit bien particulier, il est difficile de faire naître une certaine émotion. Donc, il est intéressant de pouvoir y intégrer des partenaires qui vont faire vivre une émotion à nos clients et ils vont savoir, ils vont être reconnaissants à la marque qui leur a fait profiter de cette expérience-là. Encore une fois, des chiffres assez parlants. Il n'y a pas un chiffre que j'ai présenté ici qui descend en dessous des 80%. Donc, ça peut, pour certains, ça peut être des portes ouvertes, mais clairement, je pense que de notre vision du retail et de la vente, je dirais, au sens large, il y en a très peu qui ont mis en place ce genre de principe-là. Donc, il était important pour moi d'en reparler aujourd'hui. Une relation de partenariat entre une marque et d'autres marques, c'est aussi une capacité à réinventer le programme de fidélité. Un programme de fidélité, c'est de la dépense. On dépense de l'argent avec le burn, on investit sur nos consommateurs. Donc à un moment donné, il va falloir aussi
intégrer cette notion-là dans notre construction de programme de fidélité pour que le business model soit viable. Mais d'abord, parlons d'abord des valeurs partagées. On ne fait pas n'importe quel partenariat. Il y a votre identité de marque, il y a ce qui vous différencie, vos ambitions. Donc il est très important de choisir des partenaires qui renforcent cette image-là. Si on veut faire on est une boîte qui fait du bio, on va rarement aller faire un partenariat avec Total Energy, même si c'est des gens très bien. Mais bon, ça va paraître un peu antinomique. Donc l'idée, c'est de construire tout un écosystème qui montre le partage de valeurs entre vous et votre partenaire. C'est d'ailleurs un point important qu'on voit effectivement en termes de tendance. Hein. On avait historiquement le programme de FIT qui était énormément sur comment on génère de l'upsell, comment on réduit le churn, d'un point de vue assez mécanique là-dessus, et où maintenant en fait ça devient vraiment ce vecteur de comment on transforme l'expérience client, comment on arrive à fluidifier cross-canal, comment on arrive vraiment à porter certaines valeurs qu'on a du mal à porter juste par de la communication corporate, par même de la communication produit. Oui. Via ces programmes et via justement cet engagement qu'on peut avoir qui n'est pas forcément porté par nous, à la fois en termes de coûts, on va revenir après, mais aussi en termes de valeur, en termes d'approche et en termes de produits et de services qu'on fournit à nos consommateurs. C'est parfait, c'est une très bonne remarque d'ailleurs Thomas. Aujourd'hui quand on construit et souvent quand on vient me voir en disant Dany, je voudrais faire un programme de feed, comment on construit un programme de feed? Souvent face à moi j'ai des gens qui vont me dire voici mes contraintes. Ou voici mon ambition en tant qu'image ou en tant que marque. Rares sont ceux qui vont intégrer, en plus de mes objectifs à moi en tant qu'entreprise, mais quelles sont les attentes de mes consommateurs d'aujourd'hui et de ma cible de demain. Il est très important de pouvoir aussi intégrer ça. Le programme de fidélité, c'est une zone grise pour moi entre les objectifs d'une marque et les attentes des consommateurs. Et on le voit aujourd'hui, c'est plus un secret. Les marques qui ne vont pas vers le RSE, vers la planète, vers la seconde main, tous ces sujets-là, vous allez avoir un sujet parce que c'est les clients, les consommateurs d'aujourd'hui et plus ceux de demain sont vachement sensibles. Et donc, il est important d'y intégrer cette partie-là. Et les partenariats viennent remplir ce rôle-là quand nous, en tant que marque, soit par notre positionnement, soit par des contraintes autres, on n'est pas capable d'adresser cette partie-là. Deuxième point très important de ce que peut apporter un programme de fidélité en y intégrant des partenaires, c'est justement la rentabilité du programme. Aujourd'hui, si je voudrais, moi, en tant que marque, offrir des chaussures Nike, je ne suis pas Nike, ça va me coûter cher. A l'inverse, si c'est Nike qui offre des chaussures Nike, pour eux, ça va leur coûter moins cher. Et pour autant, la valeur perçue par le client reste très importante. Et donc, il est très important de pouvoir avoir un modèle de partenariat qui permet justement un partage, je dirais, des coûts et de diversifier l'offre de Burn tout en maîtrisant le coût, en fait. De la même façon, toute la partie, en plus de minimiser ou de maîtriser le coût, ces programmes de partenariat vont être créateurs de valeur. En réalité, comme je vous le disais tout à l'heure avec mon exemple chez Nike, c'est que la valeur perçue par le client, elle est vachement supérieure à l'avantage qu'on va donner aux consommateurs derrière. Donc, vous n'y avez que à vous gagner en intégrant des partenariats. Et encore une fois, il faut des partenariats qui ont du sens. Et c'est vraiment là tout l'enjeu. D'ailleurs, pour le prochain slide, tu as une petite remarque à faire? Non, j'allais compléter en disant qu'effectivement, on a deux types de partenariats. Enfin, quand on est en tant que marque, soit on se positionne en tant que marque leaders du programme de feed. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est nous qui apportons l'image de marque et on vient justement transmettre plutôt un côté valeur. Et parfois, quand on est entreprise suiveuse, prenons l'exemple de Nike, demain on fait un partenariat avec Nike. Nike est quand même une des plus grosses marques en termes de valeur de marque dans le monde. Oui, effectivement, on va tirer profit de toute cette valeur de marque et l'ensemble des rewards qu'on peut avoir via leur programme, en tout cas la combinaison des deux programmes, va être beaucoup plus intéressante vis-à-vis de nos clients parce qu'elle va chercher justement à tirer sur la valeur d'autres marques et c'est justement ces synergies-là qu'on vient tirer. Exactement. Et d'ailleurs, c'est aussi l'une des mécaniques très intéressantes pour driver du public ou du trafic vers notre marque. Un autre exemple qu'on peut vous donner, c'est
C'est quelque chose qu'on a piloté chez Maxing entre La Redoute et McDonald's. A priori, rien ne les rapproche. Pour autant, la notoriété que peut avoir un McDonald's et le nombre de personnes qui passent chez un McDonald's, légèrement au-dessus de ceux qui se connectent sur La Redoute. Pas beaucoup, mais ça reste légèrement au-dessus. Donc pour eux, c'était de trouver une synergie qui permettait de driver une partie de ce trafic-là pour l'emmener chez La Redoute. Et le partenariat, ça consistait, alors je ne sais pas si vous avez connu ça, c'était les jeux Monopoly chez McDonald's. Donc on avait des étiquettes sur la boisson et en fait on pouvait gagner une remise sur le site La Redoute. Donc ça drivait vraiment du trafic directement chez La Redoute. D'ailleurs, en parlant des exemples, il y en a d'autres qu'on vous a cités ici sur différents éléments. Oui, tout à fait. Hein. C'est un peu les drivers qu'on vous donnait en termes de quel est le ROI, quelle est la valeur que vous pouvez tirer. Ben, concrètement, extension de la base client, ça on l'a de suite vu, on en a parlé. Les sujets de rétention, d'engagement client. Eurostar, Hertz, on fait de l'intégration qui est plutôt verticale sur le parcours client. Et en faisant ça, bah, effectivement, on vient garder la rétention et on vient garder toutes ces synergies dont on a parlé. Synergie sur l'image de marque et de la même façon sur cette intégration verticale. Hein, c'est accord avec Air France KLM, Flying Blue, sur lequel on vient dépenser et faire du earn and burn sur l'une ou l'autre des plateformes avec une fluidité qui est assez impressionnante. Vous avez des sujets d'optimisation des coûts des fidélités. Ce que vous achetez, ce que vous earnez d'un côté peut être burné de l'autre et inversement. Quand vous avez des marques qui sont assez similaires en termes de valeur de marque et de perception de la marque et de taille du programme de feed. Et enfin, vous avez le dernier sujet. C'est aussi pour ça qu'on fait des programmes de feed, c'est pour avoir accès à de la donnée client. Alors, pas tout le temps en leur envoyant des push mails ou autres solutions qu'on peut voir sur le salon, mais effectivement un accès enrichi sur le client, sur finalement quand vont être les moments de déménagement pour un Leroy Merlin à Linéa, quels sont les moments de vie, comment on peut les mieux les targeter, et en capitalisant sur l'ensemble de ces données qu'on peut avoir à droite à gauche. Et voilà, ça c'est certains exemples, il y en a vraiment pléthore. Il y a celui qu'on n'a pas abordé pour des questions de timing, mais les marques et les assurances. Ça, c'est quelque chose qui marche très très bien. Et ça rentre dans la colonne accès à la donnée. En fait, finalement, quand on est un retailer, on pourrait proposer des produits. Certains produits peuvent être intéressants d'être assurés dessus. Et on peut justement faire un push sur une assurance, alors soit en freemium, soit en réduction dans un premier temps avant de passer sur une assurance plus complète. Et le deal entre le retailer et l'assurance, c'est vraiment un partage de données en disant moi si je offre une assurance, je prends un exemple qu'on a connu chez Maxing qui a pas mal marché, c'est sur l'assurance scolaire. Il faut dépenser un certain montant dans le rayon fourniture et si vous dépensez autant, on vous offrait une assurance scolaire pour vos enfants sur 6 mois. Les parts de marché qu'ont gagné à cette époque-là à Carrefour ont été monstrueuses parce que ça marchait très bien et en plus de ça, le taux de conversion entre les personnes qui avaient une assurance sur une période donnée, ils l'ont renouvelé à une proportion très, très, très intéressante. Donc c'est un partenariat qui a vachement eu de sens et qui a continué à augmenter. Donc, des exemples comme ça, il y en a vraiment beaucoup, mais encore une fois, le plus important, c'est comment vous intégrez ça dans une chaîne de valeur pour vous, mais aussi pour le côté consommateur et comment on travaille le business model tout autour. Peut-être pour donner quelques exemples encore à la fin, ouais, je pense que c'est... c'est ce qu'on a prévu, ça tombe bien. Tout à fait. On a parlé de valeur de marque tout à l'heure, alors je ne sais pas combien d'entre vous jettent leurs serviettes par terre quand ils vont à l'hôtel. Moi, ça m'arrive assez souvent. J'hésite entre est-ce que je préserve les ressources, la planète, ou est-ce que j'ai envie que ma serviette soit propre pour quand je vais revenir. Typiquement, Accor a dépassé un petit peu ce biais, ce dilemme que, en tout cas, moi, personnellement, j'ai. Quand je vais à l'hôtel, avec dans le système de reward de Accor Live Limitless, un partenariat avec Dift qui permet justement d'aller faire des donations pour la planète. Finalement, ce que je earn, je peux aller le mettre sur des causes. Alors, je parle de la planète, mais ça peut être des causes aussi plus humanitaires, sociales, etc. Qui fait que finalement, ça va m'engager plus sur moi en tant que citoyen par rapport à mon expérience et mon expérience et les valeurs que je partage avec
Accor Live Limitless. Et de la même façon, un système de points sur lequel, quand on garde ses serviettes et quand on est OK pour pas les laver tous les jours, on va gagner effectivement aussi des points. C'est win-win finalement, moins de temps, moins de coûts et derrière des meilleurs usages et en ligne avec les valeurs à la fois que essaye de transmettre Accor et en même temps avec celles que veulent avoir les consommateurs. Donc typiquement exemple entre une marque qui est quand même assez forte, assez présente, c'est un des leaders de l'hôtellerie, et un plus petit acteur, mais qui lui a quelque chose d'assez spécifique et sur lequel on va avoir ce côté win-win, à la fois en termes d'image, à la fois en termes de valeur, à la fois en termes de coût, et on s'y retrouve globalement. Pour info, DIFT, c'est anciennement Captain Cause, pour ceux qui connaissent, et qui a été, il y a quelques temps, là, a changé de nom pour de faire don et gift. Et DIFT, je suis un bon PR, moi je devrais aller postuler là-bas. Et du coup, moi, sur un autre exemple que je voulais vous présenter, c'est un des programmes de fidélité où la relation client a été primée récemment. C'est le programme de fidélité de Picard. Donc, c'est Picard et nous. Maxing était un acteur historique chez Picard. On avait commencé avec le tout premier programme de fidélité, Picard et moi. Très innovant. Maintenant, c'est Picard et nous, avec des choses en plus. Donc, il était très intéressant de le présenter aujourd'hui dans le contexte de notre conférence, puisque clairement, aujourd'hui, ce que va présenter un Picard, parce qu'il y a des gens qui sont membres du programme de fidélité Picard, c'est assez représentatif des données qu'on a. C'est vraiment un très beau programme. Et en fait, vous allez pouvoir cumuler par rapport à vos achats. J'espère que je ne vais trahir aucun secret, mais je ne sais pas si vous avez su que c'est par palier. En gros, vous dépensez 1 euro ou vous dépensez 9 euros, vous avez 10 points. Vous dépensez 21 euros ou 29 euros, vous avez 30 points. Donc c'est par palier. Et de la même chose, par contre, le burn est aussi limité. Vous pouvez pas, si vous avez 5 points, vous ne pouvez pas les utiliser. Il faut atteindre certains paliers pour pouvoir les utiliser. Et parmi leurs rewards, vous avez effectivement des plats gratuits. Mais ce qui est très intéressant, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est par exemple le partenariat avec l'atelier des chefs. Vous pouvez avoir des cours de cuisine. Vous pouvez échanger avec un diététicien. Vachement expérientiel. Ça rentre dans leur business. Je trouve ça génial. C'est très bien pensé. Et puis pour Aude, le petit ballon. Donc l'idée, c'est de convertir en fait nos points avec des bouteilles de vin, en fait, qui vont correspondre au plat et à nos habitudes de consommation. Donc c'est vraiment, on pousse l'expérience jusqu'au bout. On est sur des produits congelés, on se dit mais attends, à la base je fais ça, c'est pour pas cuisiner. Détrompez-vous. En fait, il y a pas mal de produits bruts en fait qu'on va pouvoir cuisiner, représenter. Donc très intéressant. Des fois on se dit oui mais c'est congelé, c'est pas healthy. On va en parler avec le diététicien, il va vous expliquer que finalement la méthode de congélation elle est brevetée chez Picard, elle est assez poussée. 2, c'est comment vous allez le cuisiner qui va être important. Donc on va vous donner des tips aussi là-dessus. Et pour en revenir au côté RSE, avec les points, vous allez pouvoir aussi les offrir à des associations, à des banques alimentaires. Pareil, on vient intégrer ça. Je sais que la question que vous allez me poser, c'est le slide juste après. C'est d'accord, c'est super de dire je fais des dons. Qu'est-ce que ça représente finalement ces dons en termes de marque? Qu'est-ce que ça drive en termes de revenus? Qu'est-ce que ça drive en termes de burn? Toute cette partie-là. Donc, ça a été partagé il y a 3 jours, je pense, chez Picard. Donc, très intéressant de voir qu'aujourd'hui, en termes de... alors, autre chose, ça n'a rien à voir avec le programme de fidélité, mais vous avez parfois l'arrondi supérieur. L'arrondi supérieur, sur une année, a généré plus d'1 million d'euros de dons. Tous les plats distribués aux banques alimentaires en 2023, on est en train de parler de un peu plus de 800 000 plats distribués. C'est quand même, on voit bien que la générosité... Encore une fois, repensez au premier slide. Je vous donne des points, vous faites le choix de prendre ces points pour les donner à une association. Pour vous, vous avez accompli quelque chose d'extraordinaire. La marque vous a permis de vous exprimer en tant que personne, de répondre à vos envies de je veux participer au bien-être de mon pays, au bien-être de ma communauté, au bien-être de la planète. Et c'est ça l'intérêt de ce programme de fidélité. Et c'est ça qu'on doit mettre. D'ailleurs, tous les programmes de fidélité les plus successful, c'est ceux qui arrivent à intégrer. C'est ceux qui vont permettre aux consommateurs de s'exprimer en tant qu'être humain
via ce programme de fidélité. Vraiment, c'est une des clés majeures des programmes de feed. Ils ont travaillé avec plus de 24 associations solidaires. Ce n'est pas un secret si aujourd'hui ça devient une enseigne préférée des Français. Et en termes de ROI en tant que marque, et je vais parler que de la partie data client, ce nouveau programme de fidélité, à lui tout seul, a engendré plus de 4 millions de nouveaux utilisateurs. C'est l'une des rares marques avec lesquelles on travaille où on a un chiffre d'affaires qui est porté à plus de 80%, pour ne pas vous donner le chiffre exact, il est à plus de 80% porté par des clients cartés. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, j'ai une baisse de mon activité, je suis capable d'adresser plus de 80% de mon chiffre d'affaires. C'est quand même pas rien. Donc ça, c'est un vrai ROI, c'est une vraie richesse, c'est une vraie valeur ajoutée. Et tout ça également parce qu'on dépasse ce statut d'entreprise lié aux produits, aux services qu'on vend. Et on va sur ce qu'on appelle une love brand qui parle aux consommateurs pour la marque et pas seulement pour les produits qu'on vend. Et c'est ce shift-là que pas mal de marques ont fait sur les dernières années, qu'on peut également faire sur les programmes de feed et qui permet d'accélérer ce mouvement-là. Parlez-moi en tant que consommateur, parlez-moi en tant que personne et plus en tant que quelqu'un qui vous ramène de l'argent. Parlez-moi pour me dire qu'est-ce que j'ai besoin. Parlez-moi pour me dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, mais pas me dire viens acheter ce produit-là parce qu'il est cool. Non, on ne fait plus du business comme ça. Le monde shift et c'est ceux qui vont prendre ce virage-là. Et ça, on abordera un autre sujet, c'est comment l'IA va vous aider à faire cette personnalisation de masse pour y arriver à ces objectifs-là. Pour conclure, je te laisse la main. Oui, comme vous l'aurez compris, la feed, ça a encore des beaux jours devant elle. C'est en belle évolution. Concrètement, les partenariats, c'est quoi? C'est de l'augmentation du chiffre d'affaires, c'est acquérir des nouveaux clients, aller monétiser des données de façon plus pérenne et plus équitable peut-être avec d'autres marques et en tout cas d'avoir vraiment ce partage sans prendre de risques. Et enfin, avoir cet engagement émotionnel. Je pense qu'on a beaucoup divergé dessus aujourd'hui, mais c'est clairement des points qui sont win-win dans cet aspect du partenariat dans le cadre d'un programme de feed qui est un tout à regarder à l'échelle de l'entreprise et pas seulement pour aller faire de la promo ou pour faire de l'upsell ou pour driver du trafic. On est tout juste dans les timings. On vous invite sur notre stand, on pourra discuter, poser vos questions et d'autres. N'hésitez pas, il y a des petites choses à grignoter, il y aura des petites choses à boire. Et autre chose, si vous le souhaitez faire partie de certains tours qui sont organisés par notre partenaire Booksy, il y a encore des places, vous pouvez les scanner, vous inscrire. C'est un parcours client complet avec différentes sociétés sur de l'encartage, des achats online, magasins, digitalisation, programmes de feed et autres. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.